Technicienne hors pair, hein? Alors, bonjour tout le monde, bienvenue aujourd'hui à la conférence des jeunes bridistes qui se sont lancés dans une belle aventure de faire une recherche de groupe sur les tenants et aboutissants donc des changements dans la politique commerciale américaine. Donc, c'est un grand défi. Donc, je veux premièrement tous et toutes les féliciter euh, pour ce courage et aussi pour le travail qui a été accompli, qui est vraiment d'une belle nature, d'une très belle écriture. Et donc, je crois que pour en juger du travail accompli, on aura une belle conférence aujourd'hui. Donc, premièrement, le format, ça va être très, très, très simple. Chacune des personnes qui ont participé va avoir 5 minutes, pas plus, hein, donc par souci de synthèse et surtout pour engager peut-être une discussion plus largement à la suite donc de ce tour de table. Donc c'est un petit peu un format table ronde finalement, avec à la fin une discussion en bonne et due forme. Donc, alors je me présente, on va faire un petit tour de table très rapide juste avec les noms. Moi, je suis Michèle Rioux, je suis co-directrice du Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation, professeure au département de sciences politiques à l'UQAM. Et je m'intéresse notamment à la politique commerciale américaine, mais surtout au processus d'intégration d'Amérique du Nord. Donc, un des déterminants, c'est justement la politique commerciale américaine. Et avec mon collègue Christian Deploc, on a très hâte d'entendre nos bridistes aujourd'hui. Alors, je vais commencer par en haut. J'ai Océane Vaillancourt, si tu veux dire quelques mots. Bonjour, moi c'est Océane Vaillancourt, je viens de compléter ma première année au Brady, comme tout le monde ici, et je trouvais que ce projet-là c'était une super bonne opportunité justement pour comprendre les enjeux qui nous entourent. On voit, même encore ce matin, on sort des nouvelles sur le sujet, ça bouge beaucoup, puis c'est très en lien avec notre programme, donc je trouve ça super enrichissant de participer à ce travail-là. J'allais dire Joël dans le coin à droite. Bonjour, moi, mon nom, c'est Joëlle Gauthier. Comme Océane, je suis étudiante au Brady. C'est super intéressant de travailler sur la politique commerciale américaine. Puis, c'est ça, moi, vous allez voir là, quand on va présenter, mais j'ai travaillé principalement avec Sergey sur tout ce qui est technologie et beaucoup en lien avec la réalité sino-américaine. Alors ensuite, j'ai deux personnes ici, Jeanne et Lina. Bonjour. Euh, Bonjour, moi c'est Jeanne donc et moi c'est Lina du coup. On a travaillé ensemble sur la relation sino-américaine et sur les plans de Trump, qu'est-ce qu'il en est réellement une guerre ou pas? Voilà. Oh, merci, Sergey. Bonjour, moi je m'appelle Sergei Kamekin. Je suis aussi un des bridistes qui vient de terminer une année. Je travaillais avec Joël Gauthier, en fait, sur les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle, tout ça compacté dans le conflit avec la Chine. J'ai trouvé le projet très intéressant, et on voit qu'il reste encore à l'actualité, en fait. Donc, à surveiller. Alors ensuite, j'ai Lara. Bonjour, moi je m'appelle Lara, je suis aussi à ma première année du Brady et j'ai eu la chance de faire partie du chantier de recherche. Moi, je me suis intéressée aux questions plus locales, donc les répercussions de la politique de Trump puis sa façon de faire sur le Canada et sur les citoyens canadiens. C'était très super et ça m'a beaucoup intéressée en fait de voir comment que dans le monde actuel, ce qui se passe sur la scène internationale, et ben, ça nous affecte. Mhm. Amani. Bonjour, donc moi c'est Amani Fassi. Donc comme tout le monde, je suis étudiante au Brésil, première année qui est complétée enfin. Donc moi je me suis vraiment concentrée sur le côté, l'impact sur le multilatéralisme. J'ai trouvé ça super intéressant de savoir comment les décisions d'un seul État qui est quand même le plus puissant économiquement affectent toute la scène internationale. Alors j'ai Marthe ensuite. Bonjour Marthe, vous voulez vous présenter? Juste Bonjour. quelques phrases. Bonjour, je m'appelle Marthe Mabakou et je suis dans le programme de bac en relations internationales et droit international. Puis c'est ma première année que je viens de clôturer là.
Donc voilà. Alors, j'ai Lubin. Bonjour, Lubin. Alors, Lubin agit un Oui, petit bonjour peu tout le comme monde. un assistant de recherche, hein. Je suis très malade, donc du coup, je vais garder ma caméra fermée, mais je vous souhaite euh, une belle conférence. Merci. Et j'ai quelqu'un qui s'appelle Michael. Alors, je crois peut-être c'est un spectateur. Est-ce que ça se peut? Oui. Oui. Vous êtes spectateur? Bienvenue alors. Alors, on va commencer. Est-ce que vous avez pensé à l'ordre de présentation, peut-être dans l'ordre que vous avez présenté le travail? Donc, je vous laisse aller. Je vais fermer pour éviter le bruit et l'audio. Et donc, peut-être aussi que je vais mettre afficher l'intervenant principal. Comme ça, on va pouvoir se concentrer plus et arrêter de se regarder dans nos visières, là. Oui. Alors. Ok, je vais aller en premier. Moi aussi, j'ai été malade toute la semaine. Je veux juste vous avertir, j'ai essayé de m'exprimer de la manière la plus intelligible possible, mais je vais peut-être être un peu essoufflée. Donc, j'y vais. Pour ma part, j'ai décidé de porter mon attention plus sur l'aspect socio-historique de la problématique. Donc, en faisant ça, je me suis dit qu'une compréhension qui était davantage globale de la politique commerciale de Trump pourrait être acquise. J'ai cherché sur la Destiny Manifest et la doctrine Monroe, puis après, j'ai analysé les liens entre ces dernières et la situation actuelle aux États-Unis. Donc, c'est quoi la destinée manifeste? En fait, ça a été introduit par le journaliste John O'Sullivan dans les années 1840 aux États-Unis. Cette période-là était foncièrement expansionniste et la doctrine voulait donner un rôle à chaque individu pour atteindre la destinée nationale. Donc, chaque Américain se doit de s'impliquer dans le développement de la nation. Les objectifs qui étaient liés à la destinée manifeste étaient, dans le fond, par rapport à la portée de la chrétienté et de la liberté, et bien sûr à l'expansion territoriale, puis au commerce. C'était vraiment en rapport avec la grandeur des États-Unis. On voulait créer et accentuer la séparation entre l'ancien monde qui était sclérosé et irréformable, donc l'Europe, et le nouveau monde qui était tourné vers l'avenir. Par la suite, la doctrine Monroe, elle, a été introduite en 1823, donc juste un petit peu avant. Puis l'objectif central de cette dernière, c'était de limiter le plus possible l'ingérence provenant des États européens en Amérique. Donc, elle a introduit une tutelle morale venant des Américains auprès des jeunes républiques situées en Amérique latine majoritairement. La rhétorique qui était associée à la doctrine Monroe, elle contenait beaucoup de termes qui étaient empreints d'idéalisme et de nobles principes, mettant de l'avant la volonté des dirigeants des États-Unis d'agir dans l'intérêt d'une partie de l'humanité et de promouvoir la liberté, la démocratie et la paix. Par contre, dans certains cas, la rhétorique décrite au passage précédent était utilisée pour cacher les réels objectifs de l'État. Donc, prioriser l'économie du pays, les intérêts stratégiques, puis souvent, c'était accompagné d'avertissements à l'égard des autres États. Donc, si ces derniers posaient des actions jugées inappropriées, ils ne seraient pas impunis et auraient à faire face à une réaction de la part des États-Unis. Donc, le lien avec Trump, c'est qu'il a mentionné explicitement la destinée manifeste dans son discours d'investiture. Il a dit qu'ils allaient poursuivre, donc les États-Unis, leur destinée manifeste jusque dans les étoiles, rien de moins. Et cette citation-là, dans le fond, elle inscrit la politique de Trump dans la continuité de la destinée manifeste et de la doctrine Monroe, juste en les adaptant à ses priorités à lui. Donc, entre autres, la conquête de l'espace, que la conquête de l'espace, dans le fond, déjà en 2017, il avait déclaré que c'était dans ses priorités. Je vais pas développer là-dessus par manque de temps, mais c'est très intéressant. Il y a beaucoup de textes qui ont été écrits là-dessus. Par contre, le professeur Alan Kraut, lui, a mis en lumière le fait que le contexte actuel, bien sûr, est très différent du contexte historique dans lequel ces doctrines-là se sont développées. Juste, premièrement, il y a le contexte démographique qui a beaucoup évolué. Et ensuite, l'idéologie, bien sûr, est beaucoup plus complexe aujourd'hui. C'est beaucoup plus difficile de juste dire je vais prendre possession d'un territoire parce que le monde est beaucoup plus interdépendant et il y a beaucoup de puissance montante.
La journaliste Charlotte Frémaux, elle, a mis en lumière le fait que la destinée manifeste aujourd'hui, on la voit beaucoup plus à travers le soft power, donc à travers la culture, oui, mais beaucoup l'économie. Euh, Bien sûr, on a vu dans le discours du Liberation Day et dans les nouvelles, à tous les jours pas mal, que Trump introduit des nouveaux tarifs et menace, entre autres, l'annexion du Canada. On avait aussi le canal du Panama, le Groenland. Donc, on fait beaucoup de menaces de ce côté-là. Et ça pourrait être lié à la doctrine Monroe, dans le fond, parce que ça serait des conséquences que les États-Unis imposeraient aux autres États qui posent des actes inappropriés. Donc, ça, c'était dans le postulat de la doctrine Monroe. Le but aussi, ça, c'est un autre lien qu'on peut faire de ce qui fait, ça semble être, en tout cas, de limiter l'influence de l'Europe euh, ici, ça va être majoritairement au Canada. On a vu que dans l'histoire, c'était en Amérique du Sud, mais là, comme Trump a vu que le Canada était très intéressé de s'allier avec l'Union européenne pour justement combattre les effets que le président américain a sur le pays, ben, ça le fait sentir encore plus menacé. Donc, on peut lier ses réponses avec les tarifs à ça. Il a même écrit sur ses réseaux sociaux que si l'Union européenne travaille avec le Canada pour nuire économiquement aux États-Unis, des droits de douane à grande échelle bien plus importants que ceux actuellement prévus vont être imposés à tous deux afin de protéger le meilleur ami que chacun de ces deux pays ait jamais eu. Donc, encore une fois, ces menaces de tarifs font écho aux partisans de l'idéologie de la destinée manifeste aussi parce que eux, ils considéraient que toute interférence étrangère en Amérique du Nord, c'est interprété comme la volonté de freiner ou d'arrêter l'expansion naturelle des États-Unis. Donc, voilà, ça va poser la petite base à notre projet pour la suite. Parfait. Donc maintenant, c'est à mon tour. Moi, comme j'ai dit, je me suis vraiment concentrée sur l'angle du multilatéralisme. Donc, depuis le retour de Donald Trump à la présidence en janvier 2025, on assiste vraiment à un vrai tournant dans la politique commerciale des États-Unis. Donald Trump perd vraiment aucun temps. Dès le premier jour, il signe le décret qui autorise le pays à imposer des droits de douane sur n'importe quelle importation jugée injuste et surtout sans demander l'avis de personne. Donc, pas d'arbitrage, pas de concertation. On est vraiment dans le rapport de force pur. Mais ce que j'ai trouvé encore plus parlant, c'est qu'il crée en parallèle une agence, sorte de service national de douane, donc le service des revenus extérieurs. Son rôle, c'est de collecter directement ces taxes, justement. Donc, on comprend bien que c'est pas juste un message symbolique, c'est un nouveau modèle économique qui se met en place. Et Trump le dit directement dans son programme commercial publié en mars. Donc, le commerce est un instrument de puissance, pas un partenariat. Donc, tout est là. Et en fait, cette vision repose sur une vieille idée, celle du commerce qui est vu comme une guerre douce. Donc, si l'autre gagne, c'est que toi, tu perds. Il n'y a plus de logique gagnant-gagnant. Donc, c'est la souveraineté nationale avant tout, même si ça veut dire s'isoler ou casser des règles établies depuis des décennies. Et ce n'est pas que des mots, puisque très rapidement, les États-Unis bloquent les nominations à l'organe d'appel de l'Organisation mondiale du commerce, donc l'OMC. Et le résultat de tout ça, c'est que plus personne ne peut vraiment contester leurs décisions commerciales. Et dans la foulée, Trump annonce un plan appelé le commerce juste et réciproque. Mais ce que ça veut dire en réalité, c'est que on fait un peu qu'est-ce qu'on veut quand on veut. Et le mois dernier, justement, un autre événement, en fait, ce mois-ci, donc du 19 au 27 mai, il y a un événement qui est le, la grande assemblée annuelle de l'Organisation mondiale de la santé à Genève. Donc, presque tous les pays du monde sont là pour signer un accord global sur la prévention des pandémies. C'est un accord qui va viser un peu à éviter une nouvelle crise comme celle de la COVID. Et en améliorant justement la coopération entre les États, eh bien, Trump a refusé d'y adhérer. Il dit que les États-Unis doivent rester totalement souverains, même en cas d'urgence sanitaire mondiale. Donc là encore, on retrouve la même logique, celle du rejet du multilatéralisme, la priorité à l'autorité nationale, même dans un domaine aussi sensible que la santé. Et cette attitude, elle déborde largement du commerce. Donc, des pays comme le Danemark ou bien le Panama
ont aussi été directement menacés de sanctions commerciales parce qu'ils ont pris des décisions qui ont été jugées contraires aux intérêts des États-Unis. Donc, le commerce, maintenant, il devient un peu comme une arme politique, un moyen surtout de pression, et ça crée un climat d'incertitude énorme, puisque si la plus grande puissance économique agit de cette façon, on peut se poser la question sur comment les autres pays vont commencer à agir. Donc, justement, il y a plusieurs pays qui commencent à se protéger. L'Union européenne, par exemple, met en place la taxe de carbone aux frontières pour se défendre. Et d'autres États comme l'Inde ou bien l'Afrique du Sud essaient de conclure des accords qui contournent l'OMC. Donc, pour ne plus dépendre d'un système qui est en train de se désintégrer. Donc, les États-Unis, au final, ils font quoi? C'est que peut-être consciemment ou inconsciemment, ils vont venir influencer tous les autres États et l'OMC, au final, est-ce que ça va encore être un organisme auquel on va se fier? C'est à voir avec le temps. Donc, en fin de compte, Trump ne change pas seulement la politique commerciale des États-Unis, il change toutes les règles du jeu et ça devient un jeu un peu plus dangereux avec le temps. Bon, alors, c'est à mon tour et mon chapitre, il a porté sur les effets de la politique America First, les conséquences directes sur le Canada et donc ma thèse, elle suit celle de plusieurs économistes et politologues, comme quoi les actions récentes du président vont mettre fin, vont être en tout cas une menace au continentalisme nord-américain qu'on connaît depuis maintenant plusieurs siècles. Faut tenir compte que le rapport il a été rédigé à peu près 2 mois, puis qu'à la vitesse avec laquelle les relations évoluent avec la frontière dans le sud et bas, c'est sûr qu'il y a des nuances qui vont être nécessaires et rajoutées par la suite. Par exemple, on a eu l'élection fédérale, on a eu de nouveaux élus, puis on a eu une militarisation accrue du discours géopolitique international. Par exemple, Trump, il parle d'un dôme doré au-dessus de l'Amérique du Nord. Et bas, c'est toutes des nuances qui sont très intéressantes à apporter, mais on va se concentrer sur le rapport pour le moment. Donc, début 2025, l'opinion publique canadienne elle bascule. Si historiquement, le Canada puis les Canadiens avaient des perception quand même favorable aux États-Unis. En mars 2025, on retrouve que c'est 75% des Canadiens qui ont une opinion très négative du pays. 35%, ils vont se dire être trahis. 55%, ils vont dire vivre de la colère et 30% vont vivre de l'anxiété. Et bas, ces débats-là, ils vont être alimentés durant la course au premier ministre. Ça illustre en fait comment les États-Unis ont une importance dans les débats nationaux. La crise de confiance, elle est directement liée aux mesures protectionnistes du président américain Donald Trump, perçues comme très hostiles. Dans le contexte suivant, la société civile canadienne, elle va se politiser, elle va se mobiliser. Par exemple, les consommateurs canadiens, ils vont s'organiser, ils vont acheter de plus en plus des produits étiquetés comme fabriqués au Canada. Les épiceries, elles vont mettre en valeur les produits et les voyages terrestres des Canadiens vers les États-Unis vont chuter de 30%. La politique America First, elle est une menace directe pour le Canada, comme expliqué précédemment par ma collègue Amani. C'est une politique commerciale qui est agressive, c'est une politique commerciale qui est opposée au multilatéralisme, elle est érigée en mur contre le libre-échange. Donc, pour limiter le commerce, Donald Trump, il va utiliser des moyens qui ont jusqu'à aujourd'hui été très, très exceptionnels, très, très ponctuels, que dans l'histoire américaine, on n'a pas vu être utilisés avec cette ampleur-là. Par exemple, la section 232 du Trade Expansion Act ou l'invocation du International Emergency Economic Powers Act, qui vont justifier en fait les moyens que Trump utilise vis-à-vis des partenaires commerciaux comme le Canada. Il peut les utiliser seulement si la sécurité du pays est dite pour être menacée. Mais est-ce que la sécurité du pays des États-Unis est-elle réellement menacée? Puis est-ce que c'est réellement par le Canada? Mais ça, c'est la thèse du président américain. Bon, mais le Canada et les États-Unis, comme on le sait, c'est des marchés hautement intégrés. C'est des chaînes d'approvisionnement qui sont très tributaires l'une de l'autre, donc qui dépendent l'une de l'autre. Et en février 2025 et mars 2025, Trump va publier 3 décrets, dont le premier qui s'appelle Imposing Duties to Address the Flow of Illicit Drugs Across our Northern Border, qui va dire en fait que le Canada met en danger 9,5 millions de citoyens américains à cause de la circulation de fentanyl. La réalité, c'est que selon le bureau du conseil privé, les données prouvent que sur les 28 000 kilos de fentanyl qui sont retrouvés aux États-Unis dans la dernière année, c'est seulement 27 kilos qui viennent du Canada, donc c'est moins que 0,1%. Le Canada ne peut pas être à la cause de la crise de fentanyl qu'on est en train de voir. Malgré ça, Trump, il va imposer 25% de tarifs sur la majorité des exportations canadiennes. Il y aura aussi des tarifs spécifiques sur l'acier, l'aluminium et l'automobile qui, comme on sait, c'est des secteurs clés de l'économie
l'économie canadienne. Il y a des millions d'emplois qui en dépendent. Et pour calmer le jeu, là, le Canada, il va, il va essayer de coopérer. On aura des systèmes de renforcement de la sécurité à la frontière. On aura aussi la nomination de Kevin Brousseau en tant que tsar du fentanyl et va pour observer l'évolution puis essayer de protéger la frontière. Mais Trump, il ne va pas répondre avec clémence. Il va continuer cette hostilité qu'on lui connaît bien. Il va nommer Justin Trudeau comme étant le gouverneur du grand État du Canada. Il va dire que le Canada devrait devenir, comme on le sait, le 51e État des États-Unis. Les Canadiens, à 90%, ils s'y opposent très fermement, sont pas contents. Et ça prouve qu'il y a aujourd'hui une hostilité, des grandes tensions, une crise de la confiance en Amérique du Nord. Le Canada, Ottawa va riposter 30 milliards de dollars immédiats sur les tarifs américains, 125 milliards qui sont prévus dans les semaines à suivre. Je vais reprendre un petit peu sur le Liberation Day. Liberation Day, le 2 avril, la journée de la libération, un grand discours. Trump annonce des tarifs ad valorem réciproques sur tous les partenaires commerciaux internationaux. Le Canada et le Mexique, surprise, surprise, ils sont exemptés à l'exception justement de l'aluminium, l'acier et l'automobile qui, eux, font part de discussions, de projets à part. Pour certains politologues, et ben Trump, il a préféré exclure les États-Unis, je veux dire le Mexique et le Canada, des tarifs des États-Unis pour pouvoir continuer à utiliser les tarifs en tant que levier aux discussions et aux négociations. Donc, c'est très intéressant à suivre. Certains, les opinions divergent là-dessus, comme qu'on verra dans le rapport. Bon, je vais faire vite là-dessus, mais il faut savoir que le système commercial est profondément intégré aujourd'hui en Amérique du Nord. C'est 400 000 personnes qui traversent la frontière chaque jour. C'est 2,7 milliards de biens US qui traversent la frontière chaque jour. 75% des exportations canadiennes vont aux États-Unis. Il y a des secteurs qui sont encore plus dépendants de ça, dont l'énergie, l'automobile, l'agriculture, les matières premières. Toute perturbation des échanges va savoir des répercussions vraiment immenses sur des millions d'emplois canadiens. Donc, c'est des citoyens canadiens, c'est des portefeuilles canadiens, c'est des banques canadiennes qui vont en souffrir. Les investissements industriels, on est en train de le voir, les industries, les entreprises canadiennes, elles considèrent aller traverser la frontière, aller aux États-Unis, donc c'est une perte du capital. La consommation, le prix à la consommation, y augmente avec les hausses de coûts à l'importation. Aujourd'hui, la guerre commerciale, c'est la plus grave qu'ait connue le pays depuis 1930 avec Bretton Woods, donc la crise protectionniste. Ça pourrait coûter jusqu'à 6 points de pourcent de PIB au Canada. Ça pourrait coûter 3 points de pourcentage en augmentation pour le chômage. Le secteur manufacturier, il va être inévitablement très affecté. Et par effet domino, ça va retomber sur plein de choses qui sont de notre quotidien, qu'on connaît beaucoup plus, comme les services publics provinciaux, eux, dépendants des exportations, et vont pouvoir voir une baisse du filet social qu'on connaît au Canada aujourd'hui parce qu'il y aura une plus faible rentrée d'argent. En conclusion, très très vite, le gouvernement canadien, il ne reste pas les bras croisés. Il y a des plans de stratégie, surtout maintenant avec Carney qu'on est en train d'observer. Donc, il y a eu un fonds d'urgence de 2 milliards de dollars pour soutenir l'industrie automobile qui a été mis en place pour sauver des emplois. Il y a aussi des actions diplomatiques qui ont été faites. Si c'est pas directement avec les chefs d'État, ben, ça va aussi être fait avec les gouverneurs américains, les sénateurs. Donc, essayer d'aller chercher des alliés précieux, des acteurs de changement dans les États-Unis. Donc, il y aura des États américains en la date du 23 avril 2025 qui vont mener une action juridique contre le président Trump parce qu'il trouve que les actions de Trump non seulement sont illégales, anticonstitutionnelles, mais sont aussi dangereuses et c'est ça met en danger le citoyen américain qui perd l'accès au marché international. Le Canada, dans la mesure où il y a des tarifs qui vont être imposés par les États-Unis, Ottawa n'aura pas peur, comme qu'on l'a vu par le passé, de faire des contre-tarifs, même si cela va avoir des répercussions. Et finalement, le Canada, il se rend compte que c'est aujourd'hui plus important que jamais d'accélérer la diversification des partenaires commerciaux, donc en renforçant les liens avec l'Europe, l'Asie, l'Amérique latine, comme qu'on est en train de le voir. Il va aller chercher un soutien économique et politique. Donc le message y est très clair. Le Canada, il ne veut plus dépendre exclusivement des États-Unis. Il ne veut plus être le victime du chantage économique, mais c'est ça, la route vers l'autonomie du Canada, elle va être très, très longue. Donc, c'est ça. Si on est pour faire un mot de la fin, Trump, il y a eu des conséquences qui vont détériorer fondamentalement le partenariat nord-américain, le continentalisme qu'on a vu qui a augmenté depuis les années 90, aujourd'hui est tout remis en question. C'est une crise politique, sociale et stratégique qu'on est en train d'observer aujourd'hui avec la crise commerciale. Le Canada, il va se redéfinir dans le monde, il va se chercher, il va aller chercher des partenaires commerciaux différents, mais c'est sûr, aujourd'hui, il veut s'éloigner de l'ombre que lui fait Washington. Merci beaucoup. Donc à présent, avec certains de mes collègues, nous allons nous concentrer sur les relations sino-américaines. Et commençons alors par cette tension qui est historique.
En 2000, les États-Unis pensaient que plus de commerce équivaudrait à moins de communisme, et c'est pourquoi ils ont appuyé la candidature de la Chine à l'OMC qu'elle intègre en 2001. Mais les conséquences pour les États-Unis de cette adhésion furent une explosion des importations chinoises, couplée à une désindustrialisation massive du pays, ce qui a donné donc un énorme déficit commercial pour les États-Unis, ainsi qu'une dépendance aux industries chinoises. Et c'est pourquoi la Chine représente à présent une menace économique et technologique pour les États-Unis. De 2000 à 2019, le déficit commercial des États-Unis vis-à-vis de la Chine passe de 10 à 345 milliards de dollars, tandis que le PIB chinois, lui, passe de 10 à 67% du PIB américain. Et c'est cette situation qui pousse Trump, en 2018, à lancer sa première guerre commerciale. En dénonçant la désindustrialisation massive du pays et le fort déficit commercial, il justifie d'imposer 25% de droits de douane sur un certain nombre de produits chinois. À cette époque, la riposte de la Chine a été d'accélérer la mondialisation économique et de diversifier ses partenaires commerciaux, notamment en accélérant son projet des nouvelles routes de la soie. Et les chiffres sont plutôt éloquents puisque les exportations totales de la Chine passent de 2,76 trillions de dollars en 2018 à 3,42 trillions de dollars en 2023, mais la part des exportations vers les États-Unis, elle passe de 19,8% à 12,8%. Et donc, qu'est-ce que Trump a réellement fait? C'est quoi sa politique? Qu'est-ce qui s'est passé depuis son élection à la Maison-Blanche en janvier 2025? En fait, l'administration Trump a orchestré une montée en flèche des droits de douane. C'est en fait un choc tarifaire, c'est sa stratégie. Et ce choc tarifaire se manifeste par une moyenne des tarifs qui est passée de 2,5% à près de 27% en l'espace de 3 mois. C'est un niveau d'augmentation qui n'a jamais été égalé depuis plus d'un siècle. Et donc, énormément d'États ont été pris au piège à cause de justement cette montée de tarifs exponentielle. Et un de ces États est la Chine, qui a eu énormément de répercussions envers ce dernier parce que Washington a imposé des taxes punitives allant jusqu'à 145% et avec l'accumulation de différentes taxes précises pour différents produits, comme mettons le secteur de l'automobile, le fer, les matières premières, etc., ça a été monté jusqu'à plus de 200%. Et donc, le seul pays à avoir répondu est justement la Chine. C'est le seul à avoir déclenché des représailles équivalentes à la hauteur de 125%. Mais tout ça, c'est juste une surface en quelque sorte, parce que plusieurs analyses montrent que Trump suivait en fait un plan, le projet 2025, qui est en fait un blueprint de plus de 900 pages publié en 2023 par la Heritage Foundation et ses alliés. Et en fait, ce blueprint décrivait mot pour mot ce que Trump a appliqué les premiers jours de son mandat. En effet, bien que Trump se soit officiellement détaché de ce projet, il l'applique et on voit que les premiers jours de son mandat sont entachés de toutes ces décisions qui ont déjà été écrites dans le projet 2025. Ainsi, de nombreux États se sont vus coincés. D'un côté, le marché chinois, qui est souvent le premier partenaire commercial le plus avantageux, et d'un autre, l'accès au marché américain et la menace des tarifs américaines qui les poussent à continuer à composer avec Washington. Mais alors, entre la Chine et les États-Unis, la guerre est-elle inévitable? Dans l'Antiquité, Thucydide nous expliquait qu'une guerre entre Sparte, la puissance dominante, et Athènes, la puissance montante, était inéluctable puisque Sparte ne pouvait accepter l'ascension d'Athènes. C'est ce que Graham Allison a nommé le piège de Thucydide. Et appliqué à la relation sino-américaine, ce piège peut expliquer pourquoi la Chine représente l'agenda stratégique majeur des États-Unis depuis des décennies, tant chez les républicains que chez les démocrates. Parce qu'en effet, les États-Unis peuvent-ils accepter de se faire dépasser par une nouvelle puissance, qui plus est asiatique et communiste? Depuis la guerre froide, les États-Unis utilisent la même grande stratégie qui repose sur 3 piliers, à savoir donc de maintenir une supériorité militaire, de stimuler le libre-échange et de promouvoir la démocratie libérale. Les administrations Trump, elles remettent en question 2 de ces 3 piliers au profit d'une nouvelle stratégie de politique étrangère.
L'arrivée de Xi Jinping en 2012 marque également une rupture dans la politique étrangère chinoise, puisque donc en effet, avec la promotion de son rêve chinois, Xi Jinping il assume l'ambition du pays de devenir la première puissance mondiale. Donc les grands principes de cette politique, ce sont de bâtir une nation prospère, capable de rivaliser avec les États-Unis sur les plans économiques, scientifiques et technologiques, de disposer d'une armée capable également de rivaliser avec celle des États-Unis, et enfin de réunifier le territoire national en comprenant donc Taïwan. De plus, cette politique, elle est accompagnée d'une restructuration du récit historique qui, lui, donc, s'appuie sur la vengeance des 2 siècles d'humiliation et dont le but est de retrouver la grandeur passée de la Chine. Et c'est pourquoi les nouvelles technologies et l'IA sont au cœur de la stratégie politique chinoise, puisque la Chine, elle va comparer la révolution technologique aux révolutions industrielles qu'elle a loupées, en pensant que la numérisation, c'est la chance du millénaire pour elle de dépasser enfin l'Occident. Et donc, en fait, on se demande ici, est-ce que c'est juste une guerre commerciale? Est-ce que ça ne va pas juste plus loin? Est-ce qu'en fait, cette guerre commerciale n'est qu'une suite avec tout ce qui s'est passé par avant? Ce n'est pas juste à partir de ce moment-là qu'on peut constater une rivalité. C'est une rivalité qui est là depuis bien plus longtemps. Et en fait, la réduire, euh, cette confrontation à une simple guerre commerciale reviendrait à n'observer qu'un seul aspect de ce conflit. En fait, on parle plutôt d'une guerre de l'information qui s'ajoute à cette cette guerre économique, en fait. Ces mesures s'inscrivent dans une stratégie de découplage économique et technologique visant à limiter la dépendance stratégique américaine à l'égard de la Chine dans les secteurs critiques. En effet, la Maison-Blanche a lancé des campagnes pour présenter les sanctions comme une défense nécessaire contre l'exploitation commerciale systémique chinoise, alors que la Chine présente cette guerre commerciale comme étant une dénonciation du protectionnisme illégal des États-Unis et se pose en tant que défenseur du multilatéralisme. En fait, c'est plusieurs volets qui s'observent ici parce que on a par la suite le fait que c'est aussi une guerre sur le terrain, que on change en fait de d'échiquier. On passe à un échiquier terrestre pour aller à un échiquier maritime. Parce que qui contrôle la mer contrôle le commerce, en fait. Et ce qui se passe, c'est que l'objectif chinois ici est bien plus grand. C'est en fait d'être une puissance amphibie. Amphibie, ça veut dire qu'elle veut être aussi puissante sur la mer que sur la terre. Elle veut posséder les deux. Sauf qu'ici, on a un jeu de puissance qui s'alterne, une balance qui n'est pas, qui est très fragile en fait. Parce que l'océan et la mer méridionale de Chine, plus précisément, est composée de plusieurs îles artificielles qui vont donc prendre avantage des différentes ZEE et de tous les avantages économiques que cela peut apporter et le contrôle qu'il peut y avoir. Sauf que la Chine revendique, grâce à son histoire un peu plus empirique, donc avec la carte, avec la fameuse langue de bœuf, énormément de différentes îles, les îles Paracel, plus précisément. Et parmi ces dernières, dernièrement, en 2023, en fait, une, un sixième trait a été ajouté et inclut Taïwan. Et ici, Taïwan est le cœur même de la dispute future qu'on peut un peu envisager et ce serait une prise de Taïwan qui pourrait mettre la mise au feu des poudres euh, entre le conflit USA-Chine qui est pour l'instant très, très, très imbalancé et très frivole en quelque sorte. Et pardon. Récemment, il y a des discussions qui ont eu lieu entre Xi Jinping, donc le vice-premier ministre chinois, et Scott Bessent, donc le secrétaire au Trésor américain. Et donc le 11 mai, une pause tarifaire de 90 jours a été conclue entre les deux belligérants. Donc en acceptant d'abaisser leur droit de douane de 115%, actuellement la Chine, elle impose donc 10% de taxes aux États-Unis et les États-Unis, eux, en réclament plus que 30%. Mais ce qu'il faut quand même noter, c'est qu'à ces discussions, la Chine, elle est arrivée avec un certain atout, à savoir que ses exportations globales en avril 2025, donc malgré les tarifs de Trump, elles ont augmenté de 8,1% par rapport à l'année précédente, tandis qu'en avril 2024, on pensait qu'elle augmenterait seulement de 2%. Et ça nous montre que du coup, pardon, ça nous montre que donc en dépit des diktats tarifaires de Trump, la Chine, elle poursuit son ascension. Excuse-moi. Bon, mais
Rebonjour. Eh bien, pour commencer, certains de vous le savent, les semi-conducteurs servent à fonctionner des tas d'objets quotidiens, hein, comme votre téléphone intelligent, etc., qui font rouler aussi des industries comme celui de l'automobile et la défense nationale de certains pays, et aussi des centres de l'intelligence artificielle. Toutefois, il existe un petit nombre de pays producteurs qui sont concentrés à l'Asie de l'Est, comme Taïwan, Japon, Corée du Sud. En fait, cette région asiatique où l'innovation est rapide et peu coûteuse grâce à la présence d'un grand nombre d'entreprises, en fait, qui produisent ces microprocesseurs-là. Toutefois, cette zone est sous risque dû à des tensions géopolitiques. Les États-Unis aussi sont présents dans ce domaine-là, mais sont uniquement bons dans l'état de la conception et non de la production. Pour commencer avec un petit contexte, la crise sanitaire COVID-19 va venir bousculer, en fait, les chaînes d'approvisionnement des semi-conducteurs et certains pays vont se remettre en question et réaliser qu'ils sont dépendants en fait, envers un petit nombre de producteurs, surtout Taïwan, qui va produire jusqu'à 92% des microprocesseurs dans le monde. Et donc, ça va lui rendre la tâche beaucoup plus difficile et lui mettre de la pression pour répondre à cette forte demande. Les pays qui vont beaucoup importer vont évidemment, comme la Chine et les États-Unis, vont beaucoup se remettre en question et se demander comment pourront-ils limiter, en fait, réduire leur dépendance envers Taïwan. Donc, dans le fond, pour illustrer l'importance des semi-conducteurs, Le Monde avait vraiment une belle citation qui disait que les semi-conducteurs sont à l'électronique ce que le pétrole est à l'industrie. Donc, c'est une composante qui est absolument essentielle. Puis, suite aux risques liés aux chaînes d'approvisionnement, Joe Biden a mis en place en 2022 le Chip and Science Act, qui était un programme mettant en place des subventions et des incitatifs gouvernementaux pour accroître la production des semi-conducteurs aux États-Unis. En fait, l'objectif, c'était de produire 20% des semi-conducteurs les plus avancés aux États-Unis. Mais selon une analyse plus récente du Peterson Institute, les investissements qui ont été faits par le Chip and Science Act ne seront pas suffisants pour atteindre cet objectif de 20%-là. Un autre aspect du Chip and Science Act, c'était de sécuriser les chaînes d'approvisionnement non seulement en rapatriant une partie de la production, mais également en coopérant avec des pays amis. On avait nommé le Japon, la Corée du Sud et également Taïwan. Bien dit. En 2023, même Biden va demander à son département de Trésor de limiter et même d'interdire certains investissements vers les secteurs technologiques des pays menaçants. Donc, des pays qui menacent la défense nationale américaine. Et vous l'aurez deviné, ces mesures vont plutôt concerner la Chine. Celle-ci, en fait, ils vont essayer de réduire son développement de technologies militaires et son utilisation d'outils de renseignement. Avec l'arrivée de Trump qui va surtout utiliser les tarifs comme un outil de manipulation avec la Chine, celle-ci en serait présente dans parmi presque tous les décrets mentionnant les tarifs. Et comme je l'appelle, c'est un jeu de la patate chaude. Ça va commencer en février 2025 où Trump va imposer un 10% sur l'importation de la Chine, va le doubler en mars et la Chine, eh bien, va répondre. Donc, on va voir juste des tarifs de tous les côtés, de tous les sens venir. Le 2 avril, le Liberation Day, Trump, en fait, va élever les tarifs à 34%. Et en date du 15 avril, la Chine sera le seul pays qui va riposter aux tarifs du Liberation Day. Et donc, elle verra ses droits de douane, certains d'entre eux monter jusqu'à 145%. On va voir que le conflit va augmenter en ampleur en seulement un espace de quelques mois. Oui. Dans le fond, dès l'arrivée de Trump au pouvoir, on peut voir que le secteur technologique, c'est quelque chose qui va avoir beaucoup d'importance dans la politique américaine, notamment juste en regardant l'entourage de Trump, on le voit qu'il s'entoure des patrons des grandes entreprises technologiques, on le voit souvent en présence, par exemple, d'Elon Musk. Et puis, sa politique America First va être appliquée euh, à l'industrie des semi-conducteurs et des technologies, notamment avec des tarifs et une volonté de rapatrier l'entièreté de la production des semi-conducteurs utilisés en Amérique, aux États-Unis, aux États-Unis. Et donc, le 4 mars, la grande entreprise taïwanaise de semi-conducteurs TSMC fait une annonce et en fait, elle annonce qu'elle va investir 100 milliards pour la production d'usines, de centres de recherche, puis d'usines de fabrication de semi-conducteurs. Et ça, Trump va s'en servir pour critiquer le CHIP Act et mettre de l'avant son approche tarifaire qui, selon lui, est ce qui a déclenché l'annonce de la compagnie TSMC d'investir aux États-Unis. Le 31 mars, il va aussi signer un décret réitérant sa volonté de réviser le CHIP Act
il va charger une branche du département du commerce, le US Investment Accelerator, de réviser le CHIP Act et d'accélérer les investissements privés dans le domaine de la production des semi-conducteurs. Donc, contrairement à Joe Biden, qui cherchait vraiment à sécuriser les chaînes d'approvisionnement en rapatriant une partie de la production aux États-Unis, puis en collaborant avec des pays amis, l'approche de Trump, c'est vraiment de couper complètement les chaînes d'approvisionnement et de produire aux États-Unis. En fait, même aujourd'hui, on peut voir que Trump menace l'entreprise Apple de 25% de droits de douane s'ils ne produisent pas les iPhones vendus aux Américains directement aux États-Unis. De l'autre côté, la Chine va mettre en place son plan décennal qui s'appelle Made in China 2025, où elle va essayer de cibler donc 10 secteurs qu'elle juge importants durant les 10 prochaines années. Et évidemment, le secteur de la technologie en fera partie. Ça va pousser la Chine à investir des milliards et des milliards de dollars sur le secteur de microprocesseurs, par exemple, surtout qui vont aller à l'extraction d'un matériau essentiel, le carbure de silicium, qui va en fait rendre les microprocesseurs plus performants et augmenter leur conductivité thermique. Cela va permettre de construire plus de centres à haute capacité pour l'intelligence artificielle. Toutefois, ce plan ambitieux va être fortement critiqué par les États-Unis à l'Organisation mondiale du commerce. En 2024, ils vont émettre un rapport où ils vont se plaindre à l'organisation et reprocher à la Chine de ne pas respecter ses engagements dont ils devaient respecter en fait. Les principales critiques sont ces pratiques commerciales non marchandes qui vont à l'encontre du libre-échange, où la Chine va offrir une aide intensive à ces entreprises du secteur technologique, ce qui va leur permettre une, faire une surproduction en fait. La surcapacité va leur donner la chance de inonder le marché avec des prix très très bas, ce qui va nuire beaucoup à la concurrence équitable. Les États-Unis craignent qu'ils vont devenir plus dépendants des microprocesseurs d'origine chinoise. La Chine aussi va déposer donc une plainte à l'Organisation mondiale du commerce en disant que les États-Unis ne vont pas respecter certaines mesures du commerce international. Il ne faut pas oublier que dans ce conflit sino-américain rentre le volet de l'intelligence artificielle. Donc, on essaie sûrement ces chatbots qui sont de plus en plus accessibles et donc de plus en plus utilisés en chaque année. Par exemple, la Chine va créer une AI qui s'appelle DeepSeek, qui va beaucoup gagner en popularité au début de 2025, notamment pour son utilisation complètement gratuite, ses recherches illimitées et ses résultats très avancés, qui va lui permettre de rivaliser ChatGPT, hein, la plus grande intelligence artificielle américaine. Donc, sa popularité et le fait que la DeepSeek fonctionne avec des microprocesseurs de qualité inférieure que son rival va venir beaucoup intéresser et impressionner les investisseurs. Cela va bousculer en fait le marché américain et cette société chinoise va s'inscrire dans le conflit sino-américain et donc n'aura pas le choix que de faire face aux mesures restrictives qui vont tenter de limiter son utilisation près des utilisateurs aux États-Unis. Oui. Donc, tout comme pour les semi-conducteurs, la politique America First s'applique également à l'intelligence artificielle. Puis ça, on a pu le voir principalement dans le discours du vice-président J.D. Vance au sommet de l'intelligence artificielle en 2025, où, dans le fond, il se prononçait contre toute mesure sécuritaire multilatérale qui pourrait venir entraver l'innovation en matière d'intelligence artificielle. Donc, il y a vraiment une volonté de ne pas laisser les barrières réglementaires freiner le développement de cette technologie-là. Dans son discours, le vice-président adopte un ton vraiment très compétitif, puis réaffirme la volonté des États-Unis d'être le leader en matière d'intelligence artificielle. Durant ce même discours, il va aussi avoir une critique qui va être adressée à la Chine, l'accusant notamment de vol de données et de propriété intellectuelle. Maintenant, aux États-Unis, c'est pas la politique America First de Donald Trump ne fait pas l'unanimité. Déjà, bien avant le deuxième mandat de Donald Trump, en 2021, il y avait un grand regroupement d'entreprises de l'industrie des semi-conducteurs américaines qui avait publié un rapport indiquant que en 2021, rapatrier l'ensemble de la production de semi-conducteurs aux États-Unis, ça équivaudrait à une hausse des coûts des semi-conducteurs d'entre 35 et 65% et demanderait un investissement de 1000 milliards de dollars. Plus récemment, en 2025, le Peterson Institute a fait une analyse du Chip and Science Act par rapport au tarif de Donald Trump et en venait à la conclusion que
le Chip and Science Act, les subventions, étaient beaucoup plus favorables pour les Américains, puisqu'elles favorisaient l'innovation sans toutefois augmenter les coûts. Une augmentation des coûts que l'on voit pour les entreprises avec les tarifs de Donald Trump et qui réduisent la compétitivité des entreprises américaines, ce qui peut être néfaste dans le contexte de course technologique avec la Chine que l'on voit en ce moment. Le Peterson Institute écrivait donc que les tarifs sont des menaces pour le secteur des semi-conducteurs américains, puis critiquait la politique unilatéraliste de Donald Trump en proposant plutôt une approche collaborative entre les pays dans le domaine technologique pour venir contrer et faire face à la Chine dans le domaine. Oui, eh bien, pour le mot de la fin, suivant nos recherches, il est clair que Donald Trump a déclaré une guerre commerciale à la Chine. Celle-ci n'a cessé de s'intensifier et en date du 11 avril, on voyait des tarifs monter à des nombres inimaginables. Donc, Joël et moi, après notre travail, se posions plein de questions, s'imaginons un tas de scénarios, à savoir si le conflit complexe allait se dégénérer ou au contraire s'apaiser durant le temps. Eh bien, il est à voir encore si la stratégie de Trump fonctionnera réellement durant les prochaines années et s'il réussira à repatrier plusieurs compagnies étrangères sur le sol américain. Donc là, ce sera mon tour, c'est ça? Ok. Donc, en fait, moi, je me suis surtout concentrée sur les effets de la gouvernance de Trump en Afrique. Et quand je parle d'Afrique ici, je veux juste dire que j'utilise ce mot-là par commodité parce que c'est vraiment très vaste, puis tous les effets s'observent pas de la même façon sur les différents endroits du continent. Donc, on a constaté que, en fait, avec la politique America First, dans le fond, Donald Trump se retirait de plus en plus de la scène africaine, et ça a soulevé des questions en nous, comme celle de est-ce que le retrait de l'aide publique américaine, pardon, est une porte d'entrée finalement qui permettrait à la Chine d'étendre son influence sur le continent africain. Donc là, pour montrer comme un portrait de comment on a fonctionné par rapport à ça, on va d'abord voir finalement quelle est la place que l'Afrique occupait au niveau de la politique étrangère des États-Unis avant Donald Trump. Par la suite, on va voir qu'est-ce qui se passe maintenant que Donald Trump est au pouvoir, avant finalement d'aboutir à c'est quoi, quel est l'impact, quel rôle finalement joue la Chine dans une Afrique où les États-Unis se retirent de plus en plus. En fait, faut savoir qu'avant Donald Trump, les relations avec l'Afrique, en fait, ça date pas d'hier. Déjà, en 1961, il y avait le USAID, qui est finalement une agence de développement international des États-Unis, qui, euh, qui finalement dirigeait les efforts américains de développement et d'aide humanitaire partout à travers le monde, dont en Afrique. Et ces programmes-là visaient surtout à lutter contre la propagation des maladies, combattre l'insécurité alimentaire, promouvoir la réforme démocratique et soutenir la croissance économique afin de réduire dans la pauvreté. Et en fait, après ça, donc ça, comme je vous disais, c'était en 1961. Et en 1980, en fait, il y aura le USADF, qui est la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique. Donc ça montre vraiment qu'il y avait déjà cet intérêt-là pour les États-Unis de s'impliquer en Afrique. Et, et ça, je pense qu'il est important de penser justement au consensus de Washington des années 1980, qui finalement, dans un contexte de guerre froide et tout, on essayait de diversifier ses partenaires et tout afin de mener comme une politique anti-soviétique, anti-communiste. Donc ça, je voulais mettre ça aussi sur le tapis. Donc, on avait le USDF qui venait soutenir donc les entreprises africaines afin d'améliorer les conditions de vie dans les communautés pauvres et vulnérables et promouvoir donc la paix, la sécurité et de créer des partenaires commerciaux prospères pour les États-Unis. Après ça, il y a aussi le African Growth Opportunity Act, qu'on appelle aussi la GOA, que je vais souvent utiliser comme acronyme. Ça, en fait, c'est comme en fait, c'est un programme transactionnel plutôt, qui va donner des préférences commerciales particulières à certains pays d'Afrique subsaharienne qui répondent à certains critères bien précis. Je vais vous en donner quelques-uns, comme par exemple avoir une économie de marché,
être un État de droit, éliminer les obstacles au commerce et à l'investissement américain, euh, avoir une politique économique qui vise à réduire donc la pauvreté et avoir un système de lutte contre la corruption. Donc, en fait, tout plein de conditions qui vont dans le même sens que les valeurs américaines de démocratie, d'élimination de la pauvreté et en fait tout ce qui est pour la progression de l'amélioration humanitaire en fait. Donc, et Christian de Bloch, lui, va faire ressortir que la GOA vise à promouvoir le commerce, l'investissement et la croissance économique, tout en soutenant des réformes politiques, sociales et économiques dans une approche intégrée de développement. Donc ça, c'est ça pour comment était l'Afrique un peu avant Donald Trump. Donc maintenant, avec l'arrivée de Donald Trump, à son deuxième mandat, en fait, il va élaborer sa politique America First qu'on a mentionné en long et en large durant cette présentation et aussi dans le travail. Mais en ce qui concerne le cas précis de l'Afrique, il prévoit donc en fait, tellement il veut se concentrer sur le pays qu'il décide de recentrer donc ses relations économiques et commerciales sur lui, ce qui fait il va rediriger en fait tout ce qu'il faisait à l'étranger pour améliorer la condition des États-Unis, comme il le dit. Donc, pour lui, les investissements étrangers, l'aide au développement, ça va vraiment être sa cible en ce qui concerne les nouvelles politiques. Et pour lui, en fait, ça constitue pas une bonne utilisation de l'argent des contribuables américains et particulièrement en ce qui concerne l'USAID. Il a vraiment été très critique de cette agence-là. Il a même souhaité faire de USAID une branche du département d'État afin que les politiques étrangères américaines soient alignées avec les différents investissements qu'ils vont faire à l'étranger. Maintenant, je vous ai parlé de la GOA, je vous ai parlé de l'aide au développement. Là, c'est la politique commerciale donc de Trump sur le continent africain est désormais incertaine. Par exemple, la GOA qui en ce moment en fait, elle est valide jusqu'en septembre 2025 de cette année en fait. Mais avant les récentes élections, il y avait des discussions pour pour le renouveler et tout ce qui avait été déjà fait sous la présidence de Obama. Mais là, avec l'arrivée de Trump, on, il y a des gens vraiment qui pensent que non, ce ne sera pas renouvelé. Donc finalement, on n'est pas certain parce que par habitude, ça a été renouvelé automatiquement. Mais là, soit il y a différentes théories qui émergent, soit il ne se fera pas renouveler, ou bien il sera renouvelé, mais les conditions d'adhésion seront plus sévères, plus strictes, ou bien voilà, il y en aura juste plus d'AGOA. Sinon, en fait, Trump, sinon, ce qu'il pourrait faire, c'est augmenter les restrictions commerciales, ce qui va vraiment diminuer des millions de dollars d'investissement que les États-Unis feraient dans le continent africain, et ce qui va donc affecter la croissance économique du continent. Il, Durant le Liberation Day et même quand il a sorti sa charte des États à qui il imposait des tarifs douaniers, on a vu qu'il y avait de nombreux États africains qui étaient touchés. Puis ça, c'est très, très, très problématique pour leur économie parce que les différents secteurs qui les concernaient, c'est ça qui faisait vivre la population ou même par rapport au USAID, ces coupures-là affectent directement les pays bénéficiaires et ce USAID, ça touchait les domaines humanitaires, quoi, comme la santé et l'éducation. Maintenant, je pourrais vous parler du cas de la Chine maintenant. Est-ce que finalement, le fait que les États-Unis se retirent autant de la scène africaine, ça laisse une place à la Chine? Faut savoir que déjà, la Chine est de plus en plus présente en Afrique. Déjà en 2013, elle a lancé son projet de Belt and Road Initiative, qui avait pour objectif donc de relier économiquement la Chine à l'Europe en intégrant des espaces en Asie et avec des corridors routiers et ferroviaires. Et dans son versant maritime, en fait, le réseau de routes commerciales inclut donc les espaces africains riverains de l'océan Indien.
En fait, l'intérêt particulier du Belt and Road Initiative pour l'Afrique, c'est il donne en fait à ces États-là des projets clés en main. Donc, ils exécutent rapidement les projets qu'ils entreprennent, que ce soit au niveau ferroviaire ou dans la construction des ports maritimes. Et ça, en fait, c'est un outil essentiel à la stratégie et à la diplomatie chinoise dans le monde entier, mais plus spécifiquement en Afrique en ce qui nous concerne. Et donc, ça va offrir une alternative aux financements occidentaux qui étaient souvent perçus comme plus lents, conditionnés et avec des exigences politiques et économiques strictes, comme ceux que je vous ai mentionnés dans le cadre de l'AGOA, les différentes conditions qu'il fallait remplir avant de pouvoir bénéficier des transactions avec les États-Unis. Et donc, la Chine est devenue donc un créancier majeur pour le continent africain et il a prêté plus de 170 milliards de dollars à environ 49 pays africains entre 2000 et 2022. Alors, avec l'administration Trump, ce qui se passe, c'est que le président a annulé 5 341 contrats de USAID avec une valeur totale d'environ 75 milliards de dollars, ce qui affecte gravement les programmes de santé et d'aide humanitaire. Et ces coupures budgétaires-là font en sorte que de nombreuses initiatives risquent de disparaître, ce qui met en péril la santé, la stabilité sociale aussi. Et donc, il y a un, il y a en fait le risque que surgissent des tensions sociales, voire l'aggravation de nombreux conflits qui sont déjà présents sur le continent. L'engagement chinois en Afrique repose surtout sur une logique transactionnelle, comme je l'ai mentionné, parce que l'accent est mis vraiment sur les infrastructures, les routes, les ports et l'énergie, avec une approche qui privilégie le commerce et l'influence plutôt que l'aide humanitaire. Parce que pour la Chine, c'est vraiment, on va aider, mais avec la non-ingérence. Donc, on va pas se mêler des problèmes qu'il y a. On va vraiment être là pour exécuter le travail qui doit être fait. Et alors que les États-Unis, eux, de l'autre côté, sont plus là en essayant d'amener la démocratie, en touchant des domaines comme l'éducation et la santé. Donc ça, en fait, le fait que les États-Unis se retirent, ça crée comme un certain déséquilibre entre le niveau économique et le niveau humanitaire. Et donc, c'est ça. Et pour finir, finalement, ça laisse en fait une question dans l'air. Est-ce que la Chine serait apte à combler le vide que les États-Unis laisseraient alors que les implications sont de différentes natures? Comme je viens de le dire, d'un côté, on a la nature plus économique, puis de l'autre côté, on a la nature plus humanitaire. Donc, c'était tout pour moi. Alors, je pense que ça fait le tour, n'est-ce pas? Oui, bon, alors, bravo pour ces belles présentations, très bien structurées. En général, vous avez été très discipliné par rapport au temps qu'on avait. Donc, félicitations pour ça. Mais avant d'ouvrir la discussion, je pense que ce serait intéressant de vous permettre de rebondir les uns les autres sur ce qui vous a frappé dans chacun vos parties et puis vos présentations. Ce que moi, j'aimerais faire avant, c'est de prendre quelques éléments et peut-être amener certaines références qui sont quand même incontournables que vous connaissez pas, peut-être. Vous avez parlé, par exemple, je me souviens, dans une des présentations, on parlait de l'importance de la mer. C'est sûr que dans les routes du commerce, la mer est importante, hein. Je veux dire, la navigation, le contrôle des océans, des routes du commerce. Et je sais pas si vous connaissez cet auteur, mais Fernand Braudel a écrit quand même quelque chose sur la géoéconomie de la Méditerranée et l'importance de tout ce passage de la route de la soie. Euh, et donc ça serait peut-être important, hein. Donc je crois, un des auteurs qui écrit la première, euh, je dirais, à part Marx, qui a écrit sur la mondialisation, mais Fernand Braudel a quand même écrit beaucoup sur ces routes
de navigation et comment les espaces jouent un rôle et la navigation. Donc ça, c'est important. Puis c'est sûr que depuis la révolution industrielle, ça s'est beaucoup joué en Europe, puis avec la conquête, bon, des nouveaux espaces, les Amériques notamment. Bon, je vous apprends rien là-dessus, mais je pense que Braudel est un auteur quand même intéressant. Mais ça m'amène à parler d'un autre élément que vous avez plusieurs d'entre vous ont mentionné, cette idée de pôles économiques qui s'organisent dans le temps historiquement avec notamment la destinée manifeste, qui sont des idées qui viennent, comment dire, organiser ce déploiement dans l'espace d'un pôle économique comme celui des États-Unis qui a remplacé celui du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne. Donc, c'est intéressant de voir aujourd'hui, est-ce que la mer, le commerce par la mer est encore aussi important, et je viens pas dire que c'est pas important, mais quand même, vous avez beaucoup parlé de la technologie et de nouveaux pôles asiatiques qui vient non seulement revendiquer leur place sur les mers, mais aussi dans ce cyberespace qui a été créé avec l'avènement puis le déploiement d'Internet et tout ce qu'on a maintenant sur la guerre technologique. Donc, est-ce que vraiment ces routes du commerce sont encore ferroviaires, maritimes, ou est-ce qu'elles sont des cyberroutes du commerce? Hmm. Donc, peut-être d'aller un petit peu plus dans ce sens-là, de voir une restructuration des pôles économiques de l'économie mondiale avec l'émergence de ce commerce électronique qui amène un nouveau routage. Hmm. Et avec des nouvelles formes aussi d'entreprise, hein. Donc ça, c'est peut-être l'angle mort que j'ai vu aussi. Euh, donc la question du contrôle des réseaux Internet et du commerce électronique comme enjeu que vous pourriez pousser. La question des semi-conducteurs y est très bien intégrée et articulée. Je pense que ça serait intéressant de le voir. Euh, et le dernier élément, en fait, deux autres éléments. Euh, je vous inviterai aussi à essayer d'avoir une espèce de recul théorique, c'est-à-dire comment vous regardez les choses. Hein, parce que intuitivement, vous êtes allé vers notamment les acteurs, les idées, les stratégies, les intérêts, les institutions. Hein. Et il y a beaucoup qui a été écrit sur le plan théorique avec les institutionnalismes, donc en économie politique internationale. Donc, j'ai parlé de Brodel sur la géoéconomie de la mondialisation. Maintenant, les institutionnalistes en économie politique internationale vont mettre beaucoup comment dire, d'importance sur la structuration des idées, le rôle des intérêts, le rôle des institutions. Hmm. Donc, c'est simplement une remarque pour essayer de structurer vos idées autour peut-être de certaines dimensions. Et l'autre apport que je pourrais vous donner, juste à venir là, sur ce que vous avez présenté, c'est de faire attention aussi aux relations entre les acteurs. Puis il y a une pluralité d'acteurs aussi hein, dans la mondialisation. Donc, on peut regarder, certains d'entre vous, vous avez choisi de regarder État-État. Hein, bon, la fameuse confrontation sino-américaine. Hein. Donc là, on est sur l'axe de la compétition ou peut-être de l'alliance, parce qu'il faut pas oublier qu'avant, c'était plutôt une alliance. Dans le sens où les États-Unis ont fait entrer la Chine dans l'OMC, dans l'Organisation mondiale du commerce, et bon, il y avait comme une espèce de mondialisation un peu heureuse hein, qui s'est amorcée et qui a dégénéré plus tard. Mais donc, il y a ce couple de rivalité-coopération. Et des fois, ça joue ensemble. Il y a un thème un élément qu'on appelle la coopétition, c'est-à-dire on peut coopérer en même temps qu'on rivalise, puis des fois, bon, ça va prendre plutôt le bord de, ça va tendre plus vers la coopération. Des fois, ça va tendre plus de. Donc, c'est un jeu un peu à double face. Euh, et c'est la même chose avec les entreprises. Hein. Les entreprises vont collaborer souvent, on peut parler d'alliance stratégique, mais en même temps, ils vont se faire compétition. Ça, on peut dire, c'est l'axe de la mondialisation parce que ce sont les entreprises qui finalement font la mondialisation. Donc, les relations firme-firme, ça, c'est peut-être l'angle mort que je verrais, que vous n'avez pas vraiment regardé ça. Euh, et la relation firme-État, ça, c'est l'axe de compétitivité.
Les deux vont essayer de s'appuyer, les États s'appuient sur les entreprises et vice-versa. Donc, donc, c'est un petit peu, et ça, c'est beaucoup la diplomatie commerciale de Susan Strange, hein, donc les espèces de triangles relationnels qui non seulement interagissent, hein, État, firme et État, firme, hein, qui ont leur propre dynamique, mais en même temps qui vont s'influencer, qui vont déborder les axes qui vont déborder un peu les uns sur les autres. Alors, bon, c'est beaucoup d'idées, mais je vous suggérerais donc peut-être d'aller voir ces auteurs-là comme Susan Strange, Stopford, Brodel, et aussi de vous inspirer, certains d'entre vous l'avaient fait, allez voir ce qui a été fait au CIM, tout ce qu'on a publié. Hein, regardez les membres du CIM, allez voir sur leur page les livres qui ont été publiés. Il y en a un, par exemple, qui s'appelle, si je me souviens bien, Mondialisation, interconnexion et je me souviens plus de l'autre. En tout cas, il y avait trois. Naturellement, sur l'intégration nord-américaine, on a écrit beaucoup, mais vous allez trouver probablement, en épluchant au fur et à mesure que vous avancez dans vos recherches, trouver des auteurs qui vont, parce qu'on ne travaille pas tous sur la même chose, hein, qui vont alimenter votre propre réflexion là, sur l'angle que vous avez choisi. Alors, c'est tout pour mes petites remarques qui viennent finalement bonifier, hein, si je peux être espérer, en fait, bonifier vos démarches. Et donc, je veux quand même, encore une fois, vous féliciter, puis peut-être vous donner la chance de rebondir sur ce que je viens de dire, mais encore aussi sur les présentations des uns et des autres. Alors, à vous la parole. Il nous reste à peu près une quinzaine de minutes, donc peut-être lever la main pour m'indiquer votre désir de... Marthe. Je pense que c'est ce que Lina ou Jeanne avait dit. Vous avez parlé du communisme. Je ne me rappelle plus trop dans quel cadre vous en avez parlé. Je sais que c'était pour effacer le communisme. Si vous pouviez juste redire ce que vous mentionnez à ce niveau-là, parce que ça m'a fait penser à ma partie justement sur le consensus de Washington des années 80, où eux aussi, c'était dans une optique anticommuniste qu'ils étaient impliqués en Afrique. Donc, je voulais que vous reparliez de ça. Oui, on a juste parlé du communisme au moment où on parle du fait que donc la Chine va peut-être dépasser les États-Unis. Mais en fait, on l'a dit dans le sens où est-ce que les États-Unis peuvent accepter qu'une puissance les dépasse et en plus une puissance communiste. Mais en vrai, la Chine était communiste peut-être avant, mais aujourd'hui c'est plus le cas là. Donc c'était juste pour la phrase parce que c'était joli dit comme ça, mais je veux dire il n'y a pas de lien avec le communisme parce que bah, c'est ça, la Chine n'est plus du tout communiste aujourd'hui, je pense. Ouais. C'est super. Euh, Moi, je suis en Chine en ce moment. C'est trop bien. Ah. Et, et en fait, c'est vrai, quand tu me dis que la Chine est plus communiste, je vois dans quel sens, parce ils se disent comme, je sais pas si c'est socialiste, communiste, mais plus en tout cas vers de ce côté-là, alors que en ce qui a trait à l'économie, ils sont plus dans une optique capitaliste, j'ai l'impression. Donc, de maximiser les profits, ils aident leurs compagnies à l'étranger pour qu'ils puissent faire du profit et tout ça. Donc, vraiment, c'est fou parce que c'est tellement très vite développé ici. On regarde ça, c'est phénoménal et tout, mais il y a toujours cette idée idéologique, j'ai l'impression qu'on est plus à gauche et au niveau économique, c'est plus capitaliste. Est-ce que vous pourriez nous informer, nous en dire plus là-dessus, Madame Rioux? Est-ce que, est-ce que je peux parler un petit peu de quelque chose, vite, que j'ai lu qui vient rejoindre beaucoup le point de Marthe? Mais c'est sûr que j'ai pas toute la réponse. C'est sûr que je suis pas la personne qui s'est le plus attardée à la situation de la Chine. Mais juste quand que j'ai beaucoup aimé lire sur la situation de l'OMC et ben, en fait toutes puis ça aussi Amani en a parlé. Puis je pense elle sait où est-ce que je vais m'en venir.
Puis aussi, toutes les raisons que Trump essaie de justifier ses actions. Dans le fond, quand il dit que les autres États, ils respectent pas les règles du jeu. Ils respectent pas les règles du marché. Ils utilisent des barrières qui sont pas tarifaires, mais qui mettent donc des barrières qui ne sont pas déclarées tarifaires. Entre autres, par exemple, il va citer le fait que certains États vont augmenter beaucoup les règles d'éthique ou les règles d'environnement ou vont les diminuer beaucoup. Comme ça, les États-Unis peuvent pas compétitionner avec. Il y a aussi l'économie de marché qui va citer ça. Il va citer l'État. Donc, le fait que l'État soit impliqué puis que l'État décide exactement qui produit quoi puis quand, c'est pas une économie selon lui qui est libérale. Donc, c'est pas 100% compétitif, c'est pas la main invisible d'Adam Smith, c'est l'État qui décide qui produit quoi, puis c'est l'État souvent qui va beaucoup subventionner les entreprises, donc c'est des entreprises d'État au final. Pour Trump, c'est anticompétitif, ça, parce que lui, il voit que ses entreprises à lui, puis les entreprises dans le monde occidental, c'est ça, elles fonctionnent de façon libérale, même parfois libertarienne, donc elles n'ont pas de règlement directement très précis à suivre par le gouvernement, elles ne sont pas subventionnées massivement par le gouvernement, ce ne sont pas non plus souvent des entreprises gouvernementales. Donc, c'est très difficile de compétitionner avec des entreprises qui fonctionnent directement de façon subventionnée par le gouvernement. Donc, la Chine, quand elle a fait un switch au début des années 80, 90, 2000 pour se rapprocher de la façon dont le monde occidental fonctionne, c'est vraiment juste plus aux côtés du commerce international. À l'intérieur de la façon qu'elle produit puis qu'elle partage encore les ressources, il y a encore une part de communisme là-dedans que Trump perçoit comme être anticompétitive au final parce que ces restrictions-là puis cette façon-là de fonctionner est pas applicable puis est pas parallèle à la façon que le monde occidental fonctionne avec ses entreprises. Mais en tout cas, c'est ça qui a été dit quand à plusieurs reprises les États-Unis vont aller dénoncer devant l'OMC que la Chine ne joue pas dans les règles du jeu. Oui, effectivement, si je peux rajouter une très bonne réponse d'ailleurs, mais ça nous amène à une réflexion qui est vraiment de fond, puis je pense que ça pourrait être un super beau travail collectif, ça, de se poser la question, qu'est-ce qu'une économie de marché? Qu'est-ce qui est une concurrence loyale, déloyale? Quels sont les critères finalement qui existent sur le plan du droit international ou des politiques commerciales pour se défendre, se prémunir contre des pratiques qui sont restrictives de la concurrence ou déloyales, etc., ou des pratiques subventionnées? Donc, je vous avais dit, il y a plein d'éléments, hein, des barrières non tarifaires. C'est quoi ça? Quelles sont les barrières non tarifaires qu'on pourrait euh, être en mesure de dire que c'est une forme de protectionnisme déguisé? Parce que pas toutes les restrictions sont illégitimes et injustifiables. Hein, il y a des éléments, par exemple, la protection sociale, c'est pas une subvention au marché. Hein, donc, la santé, mais bon, peut-être que Donald Trump voudrait aller dans ce sens-là aussi. Hein, des fois, la frontière entre ce qui est légitime, la protection de l'environnement. Est-ce que c'est une subvention à nos entreprises, une forme de protectionnisme déguisé? Donc, finalement, cette réflexion, cette question-là, elle est fondamentale, Marc, quand vous avez posé la question du communisme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une économie de marché? Puis est-ce que la Chine l'est? Ou on pourrait regarder même les États-Unis. Est-ce que même les États-Unis est une économie de marché? Puisque vous l'avez mentionné, il y a plein d'interventions. Le CHIP Act, l'Inflation Act, etc., etc., etc. Les États-Unis subventionnent notamment cette conquête de l'espace. Hein, on parlait des réseaux, les routes du commerce électronique, mais après ça, il va y avoir le commerce probablement inter, je veux dire, de l'espace, non? Donc, effectivement, les interventions de l'État sont partout. Et donc, c'est un peu, chacun construit ses propres justifications. Et il y a des modèles derrière. Ce qui est intéressant, c'est que le modèle américain a été très, très influent dans les années, tout le siècle, les derniers 75 ans. Hmm. C'est qu'ils ont imposé leurs règles, même au Japon, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et à l'Allemagne aussi, ils ont imposé les politiques de concurrence. C'est-à-dire, mettez de l'ordre dans votre marché, là. Nous, on va pas accepter les cartels, c'est-à-dire les ententes entre les entreprises, puis les camps de concentration, puis les prisonniers qui travaillent pour vendre vos voitures, là. Les voitures du peuple. Donc, c'est intéressant de voir maintenant, on est peut-être entre
une concurrence entre deux formes, hein. Il y avait le Japon, même dans les années 70, vous l'avez peut-être vu, les disputes entre quand les entreprises comme Toyota ont commencé à déverser beaucoup de voitures aux États-Unis dans les années 70-80, Ronald Reagan, il s'est battu contre ça, puis il dit que c'était de la concurrence déloyale, hein, un peu du dumping, etc. Donc, c'est quoi finalement une économie de marché? Tu sais, au-delà de ce que peut en dire Adam Smith, là, tu sais, moderne, de façon contemporaine, quels sont les éléments qui nous aident à réfléchir là-dessus? Puis c'est pas une... Là, je vais finir là-dessus parce que je parle trop encore une fois, mais c'est pas une question facile. Parce que moi et Christian Debloc, ça fait 2 ans qu'on va écrire un article là-dessus, puis on n'y arrive pas. On ne sait pas par où commencer, par où prendre le... Donc, peut-être que vous voulez jongler là-dessus. Donc, moi, je vous proposerais peut-être cette réflexion-là, en plus de peut-être revenir. Moi, je vais vous faire des commentaires. On pourrait peaufiner votre travail. Donc, ça serait un premier livrable pour la prochaine fois. Et peut-être chercher justement économie de marché. Essayez de vous faire les dents sur ce concept-là qui, comme je vous le dis, très mal défini hein, dans la littérature. C'est comme le principe de réciprocité. Je pense que Lara, vous étiez là quand Christian Debloc a parlé de ça. Qu'est-ce que c'est que la réciprocité? Apparemment, dans le droit international, c'est pas défini. C'est un concept très flou. C'est quoi un tarif réciproque? C'est quoi la réciprocité? Hmm. Il n'y a pas de définition. Puis s'il n'y a pas de définition, bon, on ne sait pas de quoi on parle. Hmm. Puis là, on ne peut pas faire des analyses qui sont bien campées dans ce temps-là, parce qu'on ne sait pas de quoi il s'agit, ce dont il s'agit. Alors, Lara, oui, à vous la parole, je me tais. Mais non, c'est toujours très intéressant. Peut-être pour comme encore enchérir sur l'idée de Marthe de communisme, j'avais lu à quelque part, puis là je vais m'en arriver avec le lien, que si la personne qui avait inventé les bibliothèques l'avait fait au 21e siècle, puis pas au Moyen Âge, on l'aurait traité de communiste, puis jamais on aurait fait ça. Jamais on aurait permis à l'État de financer le savoir infini, accessible gratuitement à tout le monde, parce que ça aurait été traité comme de quoi de communiste, parce que tout le monde y a accès de façon équitable. Ça aurait été certainement de quoi de monétiser. Euh, Fait qu'on où est-ce que je veux m'en venir, c'est que aujourd'hui, non seulement c'est la politique internationale, le commerce international qui comme ça fait ce que ça fait aujourd'hui, puis c'est très instable. Il y a aussi les répercussions au niveau national parce que veut pas, il y a un effet domino à ce que Trump fait. Il y a des idées, comme il y a des acteurs, il y a des personnes, il y a des populations qui sont très grandement influencées par ce qu'il est en train de dire. On voit la montée de la droite partout, on voit la Roumanie s'est passé à ça de bon. euh, le filet social, c'est surtout ce que, mettons, si je pouvais prendre un angle qui était moins internationalisé puis plus local, je me demanderais la répercussion de ces idées-là aujourd'hui sur l'accès de la population à des services canadiennes ou étrangères. Alors, je sais pas si quelqu'un a pu trouver quelque chose sur, mettons, la montée de la droite. Il y a comme une corrélation entre ce qui se passe avec Donald Trump et l'effritement du filet social international dans les différents pays ou même au Canada, parce que je pense que c'est ça aujourd'hui ce qui m'inquiète le plus, surtout avec la militarisation vraiment accentuée partout dans le monde. Je pense qu'il y a comme plein de choses qui vont découler de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Peut-être la destinée manifeste a une réponse là-dessus, je sais pas. Tu veux dire par rapport à la montée de l'extrême droite? Mais oui, ça peut être ça, mais parce que tout est tellement interrelié, parce que l'extrême droite, ben, c'est ça, c'est la droite économique, mais aussi il y a des discours sociaux, il y a aussi des accusations à tort et à travers de communisme. On le voit partout aujourd'hui dans le monde. C'est plus quelque chose de seulement nord-américain, mais ça l'est aussi. Euh, Ouais, ben clairement, ça impacte au niveau social, là. Michel, Madame Rio a un petit peu abordé la conquête de l'espace. Ben justement, on utilise beaucoup les idéologies associées à l'extrême droite pour justifier la construction d'une Space Force, parce que les États-Unis ont intégré la Space Force à leur, comment on dit, comme à l'aspect militaire du pays un peu. Puis, il y a une autrice qui expliquait ça, ben, c'est une anthropologue, en fait, Weibull, je ne sais pas comment le prononcer, qui expliquait que, oui, les gens de l'extrême droite poussent leurs idées pour justifier ça. Donc, en fait, ben là, on voit beaucoup, un rejet de la science,
Donc, le gouvernement va aller miser là-dessus dans leur discours pour dire que on veut pas lier ça avec la science. On veut lier ça. Il y a une grande. On utilise beaucoup la religion en fait, mais on veut lier ça avec le pouvoir militaire, avec des buts religieux. On inclut plus l'éducation, la science et tout. Donc, je pense que dans cet aspect-là, en tout cas, la montée de la droite est beaucoup utilisée, la remise en question de la science et tout, là, c'est un gros aspect de la chose. Voilà. Dans le chat, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis un numéro spécial que moi j'ai dirigé avec Kevin Colburn, Re-embedding Trade and the Shadow of Populism. Ça parle justement de ça. Il y a un article d'ailleurs de Rémi Bachand qui est assez intéressant. Vous connaissez bien Rémi Bachand maintenant. C'est gratuit, hein, donc c'est en open source. Vous allez pouvoir trouver euh, comment dire, de la nourriture pour alimenter un petit peu vos démarches, là, puis cette question-là. Donc, écoutez, il est déjà 10h25. J'en profite donc pour clore, arrêter l'enregistrement. Après vous avoir encore une fois, il y a Brice aussi qui vous a félicité, aussi Michael qui était présent, ici présent, et peut-être d'autres personnes. Donc après la rediffusion, je pense que c'est assez éloquent, cette belle présentation de chacun d'entre vous, chacune, pour qu'on puisse l'utiliser et puis le partager. Et donc, je vous invite à me revenir peut-être pour dans 2 semaines. Moi, je vais vous envoyer des petits commentaires sur vos travaux, le travail collectif. Et peut-être revenez-moi de votre côté sur la question que vous voulez aborder autour de l'économie de marché ou peut-être justement autour de ce numéro spécial là, qui va peut-être susciter de nouvelles réflexions. Voilà. Encore une fois, merci. Et c'est vraiment un privilège de travailler avec vous. Et puis, je trouve que vous êtes une super belle équipe. Et puis, on va continuer ensemble la prochaine année, j'espère. Merci beaucoup. Merci à vous Merci pour cette beaucoup. opportunité. Merci. Merci.